Au sommaire de Refait la F1, nos fans du paddock vont s'intéresser aux rumeurs qui se sont multipliées autour de Charles Leclerc, qui mettrait le cap sur Mercedes. Un tox, me direz-vous, à qui profite le crime? L'écurie à l'étoile encore, elle, vient d'annoncer le retour de James Allison à la direction technique. Pourquoi ce comeback sera suffisant pour combler le retard sur Red Bull, dont les voitures dominent outrageusement le championnat? Osons poser la question, la FIA doit-elle freiner l'écurie championne du monde? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro officiel dont refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important pour les algorithmes de YouTube. Un grand bravo à toutes les équipes de Electridream Production qui ont fait ce magnifique studio, qui ont improvisé tout ça si rapidement, cet habillage. Et je vais vous présenter les équipes, bien sûr, dans un instant, nos chroniqueurs. Mon nom d'abord est Olivier Frigara et j'aurai le plaisir de réunir presque chaque semaine nos fans du paddock, chaque jeudi en tout cas précédant un Grand Prix, une équipe qui brille, vous allez voir, par ses analyses pointues et une certaine, mauvaise foi, car particularité, chaque chroniqueur est fan d'une écurie ou d'un pilote et s'en fera l'avocat comme contre vents et marées. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens en rouge. Et ainsi, pour soutenir les couleurs de la Scuderia Ferrari, et qui en a bien besoin, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, il faut peut-être passer le premier virage, messieurs. Nos tifosi, on les surnomme Don Camillo et Pépone, Alain Di Duca et bien sûr Fabrice Marcella du village Baïséa, Alain Di Duca de Circle. Bonjour messieurs. Salut Olivier, salut tout le monde. Salut Olivier, salut donc tout le monde. Les Grands Prix, vous, c'est 30 secondes en ce moment. Après le premier virage, ça s'arrête, c'est ça? Ça y est, tu commences dans le démarrage, tu commences à nous provoquer. Vous pensez que Leclerc va dépasser le premier virage en Azerbaïdjan? Ce serait déjà un exploit. Dans la provoque immédiate. Non, mais c'est pas un problème de Formule 1. C'est pas Aïe. Non, on va expliquer le concept de cette émission. Ouais. Allez, on avance. Il assume son statut qui fait polémique, à savoir adorer autant Lewis Hamilton qu'il déteste Max Verstappen, mais ça c'est un joke bien sûr, il porte les couleurs de l'écurie Mercedes cette saison. Monsieur Laurent Pantanach, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors heureux de te voir Laurent en tout cas, ça va mieux la seconde place de Lewis en Australie. Respire. J'ai déjà beaucoup d'espoir sur l'avancée de tout ce qui est en train de se passer. C'est la seule écurie pour laquelle il s'est passé vraiment des choses pendant les 4 semaines. Tous les autres, on en entendu que des rumeurs. Là, il s'est passé des choses. Quant à moi, je demeure un fan historique de celui qui se retrouve en ce moment une seconde jeunesse, le double champion du monde et qui en mériterait bien plus, croyez-moi. Je parle bien sûr de Fernando Alonso, le meilleur. Je supporterai en toute objectivité, bien sûr, l'écurie Aston Martin. Enfin, pour mettre de l'ordre au sein de ce paddock, de nos fans du paddock, élever quelque peu le débat, il nous fallait un team principal avec une poigne de faire un Tipeee prêt à distiller sa science et ses infos du paddock. Monsieur Eric Bollier. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, tu m'entends à Radio Tchèque? On fait un essai? Radio Tchèque. Alors Eric, on ne te présente plus. Tu es une figure de la F1, patron du Grand Prix de France, ancien team manager de McLaren et de Lotus. Tu disposes de toutes les prérogatives d'un team manager. Tu peux attribuer les drapeaux jaunes en guise d'avertissement. Je t'en prie, vas-y. Tchak. Voilà. Donc avertissement, messieurs chroniqueurs, soyez attentifs. Tu peux également envoyer en stand un de nos chroniqueurs en appuyant sur le bouton box. C'est box. Ça marche. Box. Très bien même. Sans oublier le drapeau rouge qui mettra fin à la course de l'un de nos chroniqueurs. Vas-y. Red flag. Voilà, donc celui qui a ce point red flag, il est viré de l'émission. On enchaîne avec le premier sujet polémique dont refait la F1 cette semaine, les rumeurs autour de l'avenir de Charles Leclerc, mais aussi de Lewis Hamilton, parce que c'est intimement lié. Mais à qui donc profite le crime de propager autant de rumeurs en début de saison? Débat. Alors, Leclerc sera en discussion avec Mercedes. Ce serait Léo Turini, je ne sais pas si tu connais ce journaliste, Eric, qui est spécialiste F1 en Italie, Si. Et notamment de Ferrari, qui aurait lâché la rumeur, qui a été reprise par la Gazzetta dello Sport, l'équipe italienne, qui parlerait même d'une clause de performance propre au contrat de Leclerc qui lui permettrait de partir de Ferrari. C'est vrai que, en toute objectivité, il faut un pilote de gros calibre en cas de retraite de Lewis ou de départ. Est-ce que vous seriez prêt à laisser partir, messieurs, Leclerc de Ferrari pour Mercedes? Moi, j'ai pas envie de répondre à la question tout de suite, Olivier. Juste, tu fais une intro. Ouais.
tu commences déjà à provoquer Ferrari, et quand c'est à toi, et en plus c'est toi le journaliste, donc quand tu parles d'Alonso, il n'y a plus rien d'objectif tout d'un coup. Donc déjà c'était la première provoque et j'ai pas réagi. Tu dis rien? Et moi je pense que ça c'était un drapeau rouge. Non mais c'était un drapeau rouge à mon avis pour le journaliste. Non, et là on démarre à peine l'émission. Non. On démarre à peine l'émission que déjà tu nous attaques. Donc la première chose que je vais faire. C'est une réalité. Attends, déjà comme tu veux pas mettre le drapeau rouge, je vais le mettre moi le drapeau rouge. Voilà. Non, mais ça part. On va Commence comme ça, et tu vas te calmer tout de suite. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Voilà. Et maintenant, on va essayer de répondre à ta question. Quoi. Voilà. Non, mais moi, un drapeau jaune. Mais lui, un drapeau Non, mais jaune. c'est le drapeau jaune de journaliste. Parce que là, on est. Yellow flag pour M. Marcel. Voilà. Dans la prochaine, Là, c'est on est bon. Là. Alors, maintenant, on va peut-être pouvoir essayer de répondre à ta question. le contrat de Leclerc expire l'an prochain. Oui. Celui de Lewis, c'est un heureux Ok. hasard, en tout cas. Moi, j'ai le sentiment juste d'une chose, c'est que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de course. Et pendant un mois, écoute, il y a des gens qui sont là peut-être pour réfléchir à combler le vide que ces courses qui n'ont pas eu lieu. Et donc, à mon avis, Charles Leclerc, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle, me semble-t-il. C'est quelqu'un qui est loyal. Il est loyal avec Ferrari. Il a fait la Ferrari Academy. Je ne vois pas pourquoi il partirait aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qui explique ça. Donc, Amir, justifie. Mais moi, je peux pas faire une émission avec des gars comme ça. Je peux pas faire une émission avec des gars comme ça. Mais taisez-vous, Lolo. C'est un. Mais non, le décor est rouge. Non, mais qu'est-ce que c'est là? Mais vous laissez parler, quoi. Mais ça fait toujours tard. Pourquoi t'es pas là? Vous n'êtes même pas démocrate, là. C'est quoi ce truc? Non, mais ça, c'est juste pas possible. Red flag, allez. Salut. La Verstappen, Allez, vous avez accepté allez, Verstappen. Vous m'énervez, je m'en vais. Allez, je peux pas faire une émission avec ça. Ciao. bon, voilà. Vas-y. Ouais, ben, il savait qu'on allait parler du coup de Toto. Au courant, bon. On a parlé Hamilton qui irait chez Ferrari, donc là il est vraiment déstabilisé parce que je comprends Lewis qui aurait envie d'aller chez Ferrari. On va en parler, mais c'est deux fois plus, c'est 9 titres chez Mercedes, hein. 17 ou 18 chez Ferrari, le double. Et les victoires, c'est pareil, c'est le double. Donc je me mets à la place d'Hamilton, je me dis terminer ma carrière là-dessus, magnifique. Du coup, Toto, déstabilisé, se dit qu'est-ce que je peux faire? Et paf, je lance la rumeur Leclerc. C'est aussi bête que ça, quoi. Et comme dit très bien notre ami Pepone, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait du vent pendant ce mois où il n'y avait rien, c'est tout. Mr. Tipeee, à ton avis, ces rumeurs tombent bien pour Mercedes qui doit négocier avec Hamilton son nouveau contrat, je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. Vous avez collégialement raison. C'est-à-dire, effectivement, une période de 4 semaines à combler avec des journalistes qui phosphorent un peu plus que ce qu'ils ne devraient, qui racontent des histoires, qui transforment un on-dit en une vraie story. C'est journaliste, alors. Et puis, effectivement, peut-être un petit peu, en tout cas, ça va dans le sens, effectivement, des négociations pour Mercedes qui peuvent peut-être mettre un petit peu de pression, même si je pense que Lewis n'est pas dupe. Ouais, la tentation d'Hamilton d'aller chez Ferrari pour un 9e titre, cette fois-ci, pour un 8e titre, pardon. Tu y crois, cette perspective en cas de... Et là, on pourrait échanger les baquets. Ouais, mais enfin, je pense que Lewis a fait toute sa carrière avec une étoile dans le dos. Depuis qu'il est chez McLaren, il a toujours eu un moteur Mercedes. Il y a quand même aussi une certaine fidélité chez Lewis. Et à l'inverse, Charles aussi, effectivement, est quand même proche de Ferrari. Il serait très très compliqué pour Charles de quitter Ferrari, plus en tout cas que pour Lewis d'y aller. Mais je pense que dans les deux cas, les deux sont mariés pour l'instant ad vitam aeternam. Alors, une chose est sûre, Lewis a 38 ans. Il a déjà annoncé qu'il ne comptait pas quitter la F1 prochainement, lorsqu'il a fait un entretien récemment à Drive to Survive sur Netflix. Alors, la semaine dernière, il y a 3 semaines, lorsqu'on a fait le pilote de cette émission, Fabrice Alain, vous aviez insisté sur le fait que vous étiez prêt à accueillir n'importe qui, même Verstappen, pour vous dire. C'est pas n'importe qui. Non. Non, mais... Ce qui était important pour vous, c'était l'écurie et pas le pilote. Pourquoi pas Hamilton, alors? Mais Hamilton, de nouveau, il est en fin de carrière. Je préférerais plutôt quelqu'un qui a encore les crocs, qui vient avec son équipe et qui a envie de relever un nouveau challenge et qui est suffisamment jeune et a suffisamment de temps devant lui pour le faire. On voit qu'avec un certain Fernando Alonso... Solid, very solid. ça fait du sens. Mais au-delà, on voit qu'Alonso ne veut rien dire aujourd'hui. Alonso, c'est à l'heure. Là. Enfin, attends, on a fait les 3 premières courses, on va voir ce que ça donne encore cette semaine. Mais voilà, enfin, ok, c'est un coup d'éclat pour moi, mais c'est pas quelque chose qui s'inscrit selon moi dans la durée. Nous, on a besoin d'être suffisant. Et oui, non, mais il fait un peu frais, je trouve, dans ce studio. Ouais. J'ai appelé le maire du village pour nous arranger ça. Non. Je ne connaîtrais pas. Non, ça ne me parle pas. Non, mais voilà. Donc, ce dont a besoin Ferrari, c'est d'un nouveau challenge, d'un électrochoc. Donc, pour moi, c'est pas un électrochoc d'avoir Hamilton qui arrive. C'est plus. Enfin voilà,
Enfin, voilà, je suis, comme tu l'as compris, je suis pas. En tout cas, on est qu'en début de saison. Il y aura d'autres épisodes à ce feuilleton tout au long de l'année. On enchaîne avec l'info principale de la semaine, à savoir le retour de James Allison à la direction technique de Mercedes-AMG F1. James Allison est de retour. Il reprend la direction du département technique de Mercedes-AMG F1 2 ans après l'avoir cédé à Mike Elliott, qui n'est pas viré. Vous allez voir, on va en parler de Mercedes. Il reprend donc son poste et abandonne celui de CTO. Il est chef technique officer de Mercedes, c'est un rôle qui était un peu sur mesure pour lui, qui lui offrait un peu plus de temps pour d'autres projets. On pense notamment à celui de la Coupe de l'América, qui était financé par le groupe Ineos, qui est actionnaire de l'écurie. Ça reste dans la même famille. Plus surprenant, donc il échange son poste avec Elliott. Est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, messieurs, de ne pas sanctionner Elliott ? On sait que les résultats du véhicule l'année dernière, de la voiture, n'étaient pas au rendez-vous. Et en clair, de ne pas le tenir responsable du concept ponton zéro. Alors, en tout cas, ils sont moins expéditifs que chez Ferrari. Non, disons qu'ils gèrent mieux la communication. C'est-à-dire qu'après, on verra l'avis d'Eric, mais il gère... Je souligne. Il soutient Mercedes. On lui a donné un jouet à Mercedes. Je soutiens la communication. Il soutient la communication de Mercedes. Il faut le noter. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que, et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est un deuxième point positif, c'est qu'ils ne s'entendent pas finalement avec une solution qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire de reproduire la même chose, il y a de bonnes chances que... Ils ont pris leur temps quand même. Ils s'aperçoivent que ça fait un moment que ça ne marche pas. Ils ont pris leur temps. Néanmoins, voilà, ils gèrent davantage finalement leur communication. Et surtout, ils cherchent à remobiliser des équipes qui sont peut-être un petit peu frustrées des résultats actuels. Donc peut-être qu'avec l'arrivée de James Allison, il y a ça aussi qui est recherché. Au-delà de sa compétence technique, bien sûr, mais c'est cette idée peut-être d'avoir un leader qui leur permet de retrouver la compétitivité. C'était un peu blasé aussi par le succès. Donc, Non, il n'y a pas que ça. C'est recommunication de notre ami Toto. Parce qu'en réalité, c'est la peur panique chez Mercedes à la suite de la déclaration de John Elkann qui dit « Cette fois-ci, on va recruter une interim team ». Et donc, tout le monde peut avoir peur. C'est le patron de Ferrari. Voilà. C'est ça le truc. L'héritier. C'est de la com. Toto a toujours été très bon en com. Alors, essayons de relever un petit peu le débat, mon cher Tipeee. Mercedes semble se réveiller. Oui, ça me se réveiller tard. Est-ce qu'on peut lui mettre des drapeaux rouges? Non, c'est pas possible. Je suis l'animateur, il faut pas faire ça. Voilà, une émission de vendu. Non, mais pas possible. Mercedes semble se réveiller tard, mon cher. Pas tous en même temps. Mercedes semble se réveiller tard. Pourquoi ne pas avoir pris la décision dès la trêve hivernale, Eric? Alors ça, c'est un autre débat, je dirais. Maintenant, le retour de James et Mike Elliott, qui se connaissent très bien, on travaille ensemble, je les connais puisque j'ai travaillé avec eux aussi. Oui, c'était ton directeur technique quand tu étais chez Lotus. Effectivement, et Mike Elliott était là aussi au début. Et ce sont deux grands ingénieurs qui ont fait leur preuve aujourd'hui. Là, on retrouve toute la noblesse anglaise, c'est-à-dire les égos sont rangés de côté et on refait une organisation un peu particulière, puisqu'effectivement, James Allison, maintenant, on rapporte à Mike Elliott. Mais en même temps, c'est lui qui a, je dirais, les clés de la boutique. Et le pouvoir. Et le pouvoir. Donc, c'est aussi deux hommes qui se connaissent très très bien, qui depuis très longtemps se respectent. Et donc, on travaille dans une harmonie plutôt intelligente. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part de Toto, tu vois, je vais dans ton sens, mon cher Don Camille, de mettre en place un fusible, justement, pour le futur? Non, je ne crois pas. En tout cas, James ne pourrait être fusible, vu de sa carrière. Maintenant, c'est vraiment remettre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, un petit électrochoc, mais gentil, en disant on remet un peu de l'ordre dans la maison et on va remobiliser les troupes parce que c'est la grande force de James, c'est sa capacité à fédérer les gens. Donc là, je pense qu'il va y avoir des vraies analyses de fait. On ne va pas se voiler la face. Et s'il faut changer le concept du zéro ponton, ils le feront. Ça va prendre du temps, en revanche. Ça va prendre du temps. Comme tout en F1, quand on est engagé sur une saison, surtout avec le cost cap aujourd'hui, c'est très compliqué de changer en cours de route. Ouais, donc il faudra attendre plutôt bien avancer dans la saison, voir la fin de la saison pour voir les effets. Oui, on verra. Ouais. Allez, messieurs, on enchaîne sur un autre sujet fort, un sujet polémique qu'on a préparé rien que pour vous. Faut-il freiner Red Bull ? Alors voilà un sujet qui détonne. Faut-il freiner Red Bull, qui a dépassé durant la saison 2021-2022 le plafond budgétaire et a reçu... Je me permets. Yellow flag. Aujourd'hui, on lance le débat en fait sur Red Bull, mais on a perdu nos Red Bull Boys. Ouais.
Bon, on remarque qu'on peut peut-être en profiter pour taper dessus. Ouais, allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire, on a perdu nos Red Bull Boys? On n'a pas nos Red Bull supporters. Et voilà, on avait prévu que chaque écurie soit représentée dans cette émission. Et puis, elles se reconnaîtront, elles se sont dégonflées, mais on va les convaincre, elles vont venir nous rejoindre bientôt. C'est vrai que elles auraient eu un petit peu la pression dans cette émission. Donc Red Bull, on l'a dit, a dépassé le budget cap, la saison 2021-2022. Elle a reçu une sanction financière. Insuffisante. Non, mais tu le dis pas. C'est ça qui est gênant quand même. Tu devrais le dire, ça. Ça commence. C'est impossible. Une sanction financière insuffisante. Il y a du temps de soufflerie en moins. Ouais. Force est de constater, messieurs, que ça n'a pas ralenti la domination de l'écurie autrichienne. Là, tu peux te lâcher. Non, mais voilà, après, en tant que fan de Ferrari, je ne peux que souhaiter qu'on freine Red Bull, bien sûr. Après, en tant que pour la course, pour l'esprit de la Formule 1, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on a envie de gagner quand on est une équipe aussi prestigieuse que Ferrari. Alors, on a la capacité à gagner dans les règles, ça se sait. Et voilà, donc après, le problème aujourd'hui de Red Bull, on a le sentiment qu'ils en ont encore sous le pied. C'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'ils ont presque peur de montrer leur potentiel. Et donc je me demande si finalement il faut continuer à s'y intéresser. Moi je suis d'avis qu'on s'intéresse aux 3 écuries suivantes, on laisse Red Bull faire sa course et puis basta, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu, c'est ça qui est compliqué en fait. Quand on est fan de Formule 1, d'avoir toujours la même écurie en tête, c'est extrêmement frustrant. Alors regarde Alain, je te montre la déclaration du dieu de Ferrari, à savoir Fred Vasseur, à Sky Sport récemment. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas fait du bon travail, je cite Fred Vasseur, parce que je pense honnêtement qu'ils ont fait du très bon travail sur la voiture. Il parle bien sûr de Red Bull. Je n'essaie pas du tout de trouver des excuses, ce n'est pas ça, mais si vous me demandez si la pénalité était trop légère, je réponds oui. Est-ce que oui ou non, selon toi, ce dépassement de budget cap est une des raisons de la domination actuelle et insolente de Red Bull? C'est peut-être pas la seule raison. On sait quand même qu'il y a des gens hyper compétents chez Red Bull. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, le tifosi. Non. Mais l'hypermodicité de la sanction est tout à fait scandaleuse. Voilà. D'ailleurs, avant que la sanction ne soit prise, tout le monde se disait il va y avoir une sanction très grave. Oui. Et puis là, boum, la baudruche se dégonfle et on fait une toute petite sanction de rien du tout. Donc, je pense que la sanction est insuffisante. C'est ça le vrai problème. Et attribuer une sanction financière pour dépassement de budget, on frise le ridicule, Eric. Oui et non. Le système est plutôt bien fait, en fait. Après, effectivement, la sévérité de la sanction, elle est quand même laissée au jugement d'une personne et donc peut être objective, voire subjective. Donc, est-ce que ça a été suffisant? Je ne sais pas. Effectivement, ils ont fait un très bon travail. C'est assez surprenant de voir que il n'y a eu aucun impact, en tout cas sur leur performance. Et en plus, sachant qu'ayant gagné le championnat du monde, ils avaient déjà une pénalité entre guillemets supplémentaire, puisqu'il y a moins de possibilités de développement que celui qui a fini dernier au championnat. Donc ils ont fait un très bon travail, et je crois que là où ils ont été très malins, c'est qu'ils avaient une voiture qui était très forte l'année dernière avec quelques points faibles, et ils se sont concentrés uniquement sur les points faibles. Et du coup, la voiture, elle est forcément encore un niveau au-dessus. Le dépassement de Verstappen sur Hamilton au dernier Grand Prix était juste impressionnant. Enfin, et donc, à Jeddah. C'était à Jeddah, oui. Il n'y avait pas de compète. Alors, on se rappelle, c'est des nouveaux circuits qui demandent des voitures extrêmement, on en avait parlé la dernière fois, bien balancées, c'est-à-dire bien équilibrées. Et effectivement, c'est là où Red Bull s'est concentré par rapport à l'année dernière sur l'équilibre de sa voiture, et sur tous ces circuits avec des enchaînements rapides, ils vont être diaboliques cette année. Alors on se rappelle justement de la déclaration de Lewis Hamilton après Jeddah, qui déclarait à la fin du Grand Prix d'Arabie Saoudite, souvenez-vous, je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Quand on a appartenu à un Mercedes, qu'on a gagné quasiment tous les championnats de ces 10 dernières années, il a un peu la mémoire courte, l'ami Lewis, non? C'est vrai que pendant un grand nombre de saisons... c'était la domination de Mercedes. Il y avait que Mercedes. Il n'y avait que Mercedes, oui. Personne ne disait rien. Bon, c'était nous, on disait toujours la même chose. Vous avez trouvé un moteur qui surperformait à un moment donné. On se demande encore pourquoi d'ailleurs. Mais bref. Ce serait bien de... Monsieur Frigara. Je pense que... c'est la limite. Alors en plus, là, Monsieur Alonso, Monsieur Alonso, regardez un peu l'iniquité entre la sanction de Sainz et la sanction d'Alonso. C'est vrai qu'on ne revient pas là-dessus. Réfléchissez un peu. Parce que c'est juste un pur scandale, le dernier Grand Prix, et on ne revient jamais dessus. Jamais. Et d'ailleurs, ce n'est même pas dans les titres de l'émission.
Parce que le premier drapeau rouge, le premier drapeau rouge. Non, mais si, il faut en débattre. Monsieur Tipeee. Premièrement, il nous coupe encore la parole. Tu laisses 30 secondes. Lesquels Vous deux là, dehors, pendant 30 secondes. Allez. Bon, alors là, tu vois, on est encore sanctionné. Vous restez là 30 secondes, mais voilà, 30 secondes. Et la régie nous fera signe. On se souvient que Mercedes, les années précédentes, on va essayer de parler plus sérieusement, a été freinée dans son élan, parce qu'effectivement, il y avait une telle domination ces dernières années. On pense notamment au DAS, qui a été systématiquement, dès qu'il y avait une avancée chez Mercedes, elle était interdite par la FIA pour la saison suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de freiner Red Bull de la part de la FIA ? Il n'y en a pas de manière légale de toute façon. La meilleure façon aujourd'hui de freiner Red Bull, c'est de ne pas changer la réglementation. Ça veut dire que vous pouvez reparler. Ah. Bon, on n'ose plus, de ne pas changer. La réglementation, c'est 2026. D'ici 2026, on va rien voir. Non, tous les ans. En fait, tous les ans, il y a des ajustements dans la réglementation. Les groupes de travaux sportifs et techniques se réunissent régulièrement. Et donc, il faut pas changer la réglementation, laisser le temps aux autres de rattraper Red Bull. La difficulté, c'est que, étant donné que beaucoup d'écuries s'inspirent de Red Bull, qui sont copiés, si on sanctionne Red Bull, on sanctionne beaucoup d'écuries derrière. Mais excuse-moi. Non, j'avais. Pépone. Ouais, non, je ne sais pas si vous avez entendu aussi la rumeur, parce qu'on parle de rumeur, donc tout est possible de se dire aujourd'hui. Ouais. C'est Verstappen qui disait que si on continue à modifier les règles, et notamment avec la course sprint, qui a encore fait l'objet d'une évolution, il serait prêt à quitter la F1. Qu'ils n'attendent pas, qu'il y aille. C'est le moment. C'est le moment, je pense. Je pense que t'es à la bourre, mon gars. Non, mais... Solid, very solid. Alors, est-ce que tu penses que, peut-être avec Alain, la FIA va se montrer un peu plus tatillonne, comme elle s'est montrée très tatillonne avec les écuries qui dominaient les championnats les années précédentes, en retoquant systématiquement toutes les avancées techniques de Red Bull dans les semaines ou les mois qui viennent? Alain. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais à mon avis, je n'y crois pas. Voilà. Ça restera comme ça. Nous devons l'accepter. Et comme dit mon ami Pépone, la seule chose à faire, c'est de se dire on va regarder la course à 3, où là, ça va être des courses magnifiques. Où ça va se dépasser. La course à 3, c'est-à-dire Alonso, Hamilton, Leclerc, c'est ça en fait. Par exemple, oui. Ouais. Voilà. Bon, on verra les pronostics en fin d'émission. Au-delà, Alain, Eric, on voit quand même qu'une petite musique est en train de se déployer en disant on a mis une sanction financière et ça n'a eu aucun effet chez Red Bull, donc pourquoi pas nous aussi dépasser cette année. Et on sent que pas mal d'écuries commencent à dire, avec le nombre d'accidents qu'on a eu, les problèmes techniques, etc., on va déjà, alors qu'on est au 3e Grand Prix, bientôt le 4e, dépasser le budget cap. Est-ce que ça va devenir une habitude systématique? Non, c'est la stratégie habituelle des écuries de jouer les pleureuses, c'est-à-dire ils ne sont jamais contents. Il faut surtout trouver n'importe quelle excuse possible pour essayer peut-être de voir un petit peu, de gratter un peu plus. Donc là, en fait, on joue simplement sur les mots et sur, je dirais, stratégiquement parlant, les écuries ont besoin de trouver quelque chose pour se justifier. Voilà. Voilà, ou alors une écurie va trouver la potion magique entre-temps, mais ça, il faut plutôt s'appeler Ferrari pour y arriver. Non, mais attends, il est où là, le truc là? C'est pas possible ça. Red flag. Voilà. Je ne peux pas sortir. Non, mais non, tu peux pas dire un truc comme ça. C'est juste pas possible. Non. Quoi? Bon. Ouais, c'est clair. Du calme. Alors, justement, red flag, parce qu'il y a une breaking news. Breaking news, l'ingénieur français Laurent Mekies, numéro 2 de Ferrari, quitte la Scuderia, du moins va quitter prochainement la Scuderia pour prendre la direction d'AlphaTauri en tant que team principal, comme toi Eric, en lieu et place de Frantos qui part à la retraite. Alors c'était un petit peu déjà pas mal de rumeurs. Il avait déjà cherché à quitter Ferrari l'an dernier avec l'arrivée de Fred Vasseur notamment, en lieu et place de Binotto. On sait que c'était un proche et travaillait étroitement avec Mathias. Est-ce que ça vous a surpris, vous, les Ferrari Boys, les tifosi, les amis? Ce qui est toujours un petit peu embêtant, c'est ce manque de stabilité. Alors, je suis partagé. C'est à la fois le manque de stabilité aujourd'hui dans l'organisation des équipes, et en même temps, on a le sentiment aussi que c'est une équipe qui cherche des solutions. Et peut-être que cette solution, elle passe aussi par un turnover des anciens qui étaient présents depuis un certain temps. Voilà, donc belle promotion du passé, promotion pour lui, très bien, quoi. Donc, essayons de trouver en tout cas un bon remplaçant. En tout cas, Fred Vasseur a les coups des franches maintenant pour mettre ses hommes. Exactement, ouais. Tout à fait. Voilà. Avec l'aval de notre ami John Elkann. Je crois que c'est ça. John Elkann, encore une fois, qui est le grand patron et actionnaire principal de Ferrari. Donc, il succède pas à n'importe qui, donc à Franz Tost, qui part à la retraite à 67 ans. Un beau découvreur de talent, Eric.
Oui, bah, il a fait le travail pendant 18 ans. D'ailleurs, pas seulement les pilotes. Laurent Mekies vient aussi de Faenza. C'est là où il a démarré en 2003, je crois, chez Minardi à l'époque. Ouais. Il a toujours été très très proche de cette écurie qui est, comme on l'a vu à travers Pierre Gasly et d'ailleurs plus chaleureuse, plus humaine. Aujourd'hui, c'est clair qu'après la direction, après le changement, on va dire, de direction à la tête de Red Bull. Effectivement, on s'est posé la question de l'avenir d'AlphaTauri, qui en plus, on se posait la question en début de saison. S'étant rapproché de Red Bull Technologies. Aujourd'hui, ils ont plus de 100 personnes en Angleterre, donc c'est vraiment une société à deux têtes, on va dire. Il y a 100 personnes en Angleterre, il y en a 300, 400 à Faenza, donc c'est pas très évident à gérer. Donc il y a eu la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec AlphaTauri, et puis bon voilà, la décision, je pense que ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Il y a un investissement sur le long terme de la part de Red Bull. Ouais. Et quelque part, est-ce que Red Bull n'a pas besoin d'une écurie sœur pour justement par rapport au budget cap, on sait qu'il y a des vases communicants entre les écuries. Il n'y a pas de vases communicants parce que c'est pas permis, mais effectivement, d'avoir la possibilité de travailler avec deux écuries, c'est un gros avantage. Et Red Bull l'avait déjà compris il y a longtemps. Ouais. Donc on disait découvreur de talent, Franz Tost, je cite Vettel, Ricciardo, Sainz. Verstappen, Gasly, quelqu'un qui a développé ses talents. Ouais. C'est pas forcément lui qui les a découverts. Ouais, c'est Helmut Marko. Voilà, on sera plutôt le docteur Marko, on va dire, mais c'est lui qui les a fait effectivement grandir. Est-ce que ce passation de pouvoir, alors que c'était quelqu'un qui était bien installé, on pense naturellement à Helmut Marko, est-ce que c'est un signe avant-coureur que peut-être que du côté de Red Bull également, il va y avoir une passation également ? Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment deux stratégies différentes. Et c'est clairement aussi un gros changement culturel pour AlphaTauri. Ouais. Alors, moi, l'enjeu pour Mekies, c'est de relancer AlphaTauri. Moi, ça m'étonnait, les amis de Ferrari, qu'avec tout le background technologique que tu as décrit chez Red Bull, ils n'en profitent pas plus. Et à part l'année où Gasly a brillamment gagné le Monza, ils ont eu du mal l'année dernière. Et cette année, c'est encore plus difficile. Comment expliquer qu'il n'y a pas ces vases communicants qu'on pourrait comprendre du côté, par exemple, de Ferrari avec As, par exemple? Je pense qu'Eric peut mieux l'expliquer que nous, mais il doit quand même y avoir aussi des phénomènes de vases non communicants. C'est-à-dire qu'on a beau être dans des structures sœurs ou cousines et l'info ne passe pas. Non, on pourrait imaginer qu'ils reprennent la voiture l'année précédente. Ça, ce serait légal, non? Ça, oui. Non, ce serait pas légal, parce que c'est transfert de technologie. Après, il y a quand même toujours, comme on dit, les Anglais adorent interpréter les règlements. On parle toujours de l'épaisseur du trait en F1, c'est-à-dire de quel côté on se situe. Les Italiens aussi. Alors les Italiens, ils ont peut-être des plus gros traits, mais en tout cas, dans le cas de As et Ferrari, dans le cas de As et Ferrari, effectivement, il y avait il y avait eu cette petite rumeur des ingénieurs qui discutaient un peu trop longtemps autour de la machine à café, par exemple. Ouais, mais au-delà, on voit avec Aston Martin qui a un moteur Mercedes, des suspensions de Mercedes, donc il y a quand même des économies qui sont faites quelque part, donc on économise en termes de développement et on peut s'investir sur autre chose, donc il y a quand même des transferts de technologie qui sont... C'est déjà le cas, c'est déjà le cas sur ce niveau-là. Après, il y a quand même la voiture doit être développée par l'écurie elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, le changement à la tête de AlphaTauri sont une indication claire qu'ils lancent AlphaTauri à la chasse aussi de Red Bull pour essayer de se rapprocher du top du championnat. Alors un petit mot, on avait prévu d'en parler dans un long chapitre, mais avec la Breaking News justement, on l'a passé à l'as. Ce nouveau format de course le samedi après-midi, qu'est-ce que vous en avez pensé? On y reviendra plus longuement la semaine prochaine. On va voir ce que ça donne, mais cette volonté d'offrir plus de spectacles, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la F1? Je rappelle brièvement qu'il n'y a plus... il n'y aura plus d'essais libres le samedi matin. Il y aura des qualifs pour le samedi après-midi pour la course bis. Ils appellent ça comment? Le shout-out? Le shout-out, maintenant, c'est la course bis. Sprint, la course sprint. Et vous aurez des qualifs le vendredi après-midi. La course sprint ne sert plus de qualif pour la grille du dimanche. Il y aura des qualifs le vendredi. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors, brièvement. S'il vous plaît. Non, mais tu es tout de suite bridé avant même de commencer à répondre. Non, je dis d'être brillant. Non. Moi, je n'y suis pas spécialement favorable. On sent que on est quand même encore dans l'économie du spectacle. Je trouve qu'on part de ce qui a fait l'ADN de la F1, et puis c'est le rendez-vous du dimanche. Et voilà, il y a un certain nombre d'incontournables, je trouve, dans la F1, et on s'en éloigne de plus en plus. Pourquoi? Pour justement avoir cette économie du spectacle, permettre
peut-être aussi à d'autres écuries de briller là où il est plus compliqué peut-être le dimanche de faire une course de bout en bout en tête. Donc voilà, mais moi j'y suis pas spécifiquement favorable. Le maire veut remettre l'église au C'est ça, voilà. Alors là maintenant c'est le curé qui parle. Alors le curé, vas-y le curé. Moi, en ce qui me concerne, non, je suis pas contre. Plus il y a de spectacles, mieux c'est. Plus on parle de la Formule 1, mieux c'est. Donc voilà, on cherche, on tâtonne et on arrivera à plus de spectacles, j'en suis persuadé. Eric, ton sentiment ? Mon sentiment rejoint celui de Don Camillo, en fait. Je pense que effectivement la F1, comme on l'a connu, est tant aimé et on l'aime toujours, mais la F1 évolue et donner des opportunités de ne plus avoir seulement la messe du dimanche, mais tu as aussi la messe du samedi maintenant. Voilà, tu passes 2 fois dans le parloir, ouais. mais je pense que c'est bien effectivement donner aussi l'opportunité à d'autres écuries de peut-être briller le samedi maintenant, à défaut du dimanche. Ouais. Donc quelque part, et puis il faut la nouvelle génération de fans de F1. Forcément, les purs et durs, les puristes qui sont fans depuis 72 ans, dès qu'on change quelque chose, ça va pas. C'est un peu vrai, n'est-ce pas ? Mais je veux dire, la nouvelle génération qui aime la F1, en fait, ne consomme pas la F1 de la même façon que nous, en fait. Les courses sont vraiment le truc que tu regardes en fait à la fin, mais ils regardent la F1 d'une manière différente. Voilà. Allez, les amis, on enchaîne avec le moment que vous attendez tous. Il s'agit bien sûr du quiz F1. Le quiz F1, c'est très simple. Vous avez une question, 4 réponses possibles. À chaque réponse, si vous répondez à la première réponse, c'est 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et on compte les points à la fin. Donc, je vais te prendre une feuille et un stylo parce que j'ai obligé de les noter et je n'ai pas pris de quoi noter. Comme quoi, tout est préparé. Et comme quoi, tout est possible. Je peux te presser. Oui, il est fâché. Malgré. Alors, est-ce qu'on est prêt en régie pour le compte à rebours, s'il vous plaît ? Ouais. Il y a la réponse qui apparaît, mais c'est pas grave. Non, on l'a pas vu, nous. Ah bah, c'est pas grave. Alors, la première question, c'est un pilote. Je commence par fils 2. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous répondez, vous êtes éliminé. Sainz. Donc, tu es éliminé, c'est pas toi. De la F3 à la F1. Max Verstappen. Max Verstappen, 3 points pour le Tipeee. Oui. Bravo. L'autre réponse était plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire de la F1. Good job. Solid. Very solid. J'aurais pas dû lui confier ce petit jouet. Et enfin, bien sûr, la 4e réponse possible était champion du monde, double champion du monde même, Max Verstappen. Autre question, il s'agit d'un circuit. Soyez attentifs. Attention, question de rapidité. Grand Prix de France. Castellet. Eh ben non, C'était sûr. Il nous... Alors, attends. Il n'y a plus que toi, donc, Camillo. Je suis éliminé. Donc, donc, Grand Prix de France. Deuxième information. Prost qui a remporté sa première victoire. Dijon. Tu es éliminé. Ah oui, c'est vrai. Donc, nous, on n'a plus le droit, quoi. Dijon. Bah oui, Dijon. Mais oui, Dijon. Mais oui, Dijon. Avant le Castellet, avant. J'étais obligé de dire le Castellet. Voilà. Bah oui. Et puis, souvenez-vous, c'était un bon piège. Un bon piège. C'était la 3e question, le fameux duel Villeneuve-Arnoux. C'était à Dijon. Et enfin, la 4e indice, c'était la moutarde de Dijon, bien entendu. Question numéro 3. On parle encore d'une écurie. Mes pilotes ont été. Soyez attentifs. Premier pilote, attention. Villeneuve. Ferrari. Non. Williams-Renault. Non. C'est le père. Il joue la montre. Et non, plus jouer. Autre pilote qui a participé à cette écurie, Button. Ouais. Barre. Barre, bien sûr, Villeneuve, Barre, Button, bien sûr. Mais ça, c'était avant Netflix, c'est compliqué. Schumacher. C'était pas dans quelle saison de Netflix, ça? Je l'ai pas vu, moi. Schumacher, c'est Benetton, alors. Non, Schumacher était chez Barre, chez Benetton, chez Mercedes. Ah oui, Mercedes qui a racheté Barre, je répète. Une écurie, Mercedes. Elle est alambiquée, Mercedes. Et tu nous dis Villeneuve pour que je pense à Agile, évidemment. Tu vois, voilà. Ben oui, mais c'est un piège. Je te le fais pas dire. Villeneuve, bien sûr, il s'agissait du fils Villeneuve chez Barre. Button, il s'agissait de Barre. Schumacher, il s'agissait de Mercedes. Donc c'est Brackley, en fait. Voilà. C'est Brackley. Et la dernière, Hamilton, il s'agit bien sûr de Mercedes, mais ça reste la même entité, la même famille. Donc pour l'instant, nous avons notre team manager principal qui a 6 points et suivi par un monsieur Diducat, 3 points. À nouveau un pilote. Attention, il y a un piège.
Équipier de Lance Stroll. Bon, j'attends maintenant. Hein. Allez-y, les gars. Il faut prendre un risque. Ah, j'ai fait que ça, moi. Équipier de Lance Stroll. Il passe son tour. Alonso. Il n'a pas passé son tour, mais il ne fallait pas. J'ai débuté chez Sauber. Pérez. Non. J'ai été champion du monde 38 secondes. Ah bah oui. Oui, c'est pas Barrichello? Non. Non, mais non, mais sérieux. Je me souviens, j'étais devant mon écran en plus. Quelle erreur, il allait rattraper notre Tipeee. La dernière, c'était victime d'un ressort, la dernière info, mais il s'agissait bien sûr de Felipe Massa. Vous avez vu Stroll. Équipe Stroll, il a fini sa carrière chez Williams avec Stroll, souvenez-vous. Ah oui, c'est vrai. Il faut suivre, les amis. Vous avez vu la petite histoire là, avec les avocats qui voudraient récupérer le titre, parce que au Grand Prix de Singapour, il a été reconnu qu'il y avait le Crashgate et que donc il pourrait annuler la distribution des points et donc il serait champion du monde. Ouais. Non. C'est ridicule. On passe au suivant. Donc pour l'instant, c'est notre team principal qui reste largement en tête avec 6 points d'avance, suivi de Monsieur Di Duca. Il faut prendre un risque, Monsieur Di Duca. Attention, celui-là, il est pour vous, Monsieur Di Duca. C'est encore un pilote. Il y a un piège. Sauver des flammes. Niki. Oui, Niki Lauda, magnifique, bravo. Ah oui, magnifique. Et il dit qu'il y a un piège. Il essaye de m'induire en erreur. Parce que tout le monde a réponse à Grosjean, bien sûr. Ah non. Donc Lauda. Moi, je pensais à Jos Verstappen. C'est prévu pour une prochaine. Donc là, il repasse en tête, l'ami, 7 points. Sauver des flammes. Donc Lauda, Dieu m'a donné un cerveau potable, mais un cul extrêmement efficace dans une voiture où je sens tout. Ça, c'était sa citation à propos lorsqu'il est arrivé chez Ferrari. Triple champion du monde, Niki. Et j'ai engagé Lewis Hamilton, Niki Lauda. Il remonte, donc ami. Allons-y. Attention, dernière question, messieurs. Là, il y a encore un piège. On va remonter un petit peu dans les années en changement de nom d'équipe. Je vous aide un peu. C'est une écurie. Elle a commencé par virer... elle n'a pas commencé, mais elle commence le questionnaire par virer Prost. D'accord. J'ai viré Prost, donc. Deuxième info, j'ai viré Button. Quel est le point commun? McLaren. Non, Prost. Il n'a pas été viré par McLaren. Non, mais Button. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Éliminé. J'ai viré Sainz. J'ai quoi? J'ai viré Sainz. La question, c'est qui n'a pas viré Sainz? J'ai trouvé. Dans celle-là, non, tu peux pas. Yellow flag. C'était chez McLaren, non? Non, on a dit non. Non, je viens de le dire. Ah oui, tu viens de le dire. Non, tout va bien. Et la dernière, j'ai viré Briatore. Benetton. Benetton. C'est Renault. Ouais, Renault. Bon, J'ai viré Prost. Une autre Mais non, question. c'est fini. Et c'est notre Alain Di Duca national qui a gagné. Bravo. Bravo. Non, vraiment. Il y a une belle remontée. Je suis fier de vous, Monsieur Di Duca. Bravo. Vous étiez un petit peu en retrait la dernière fois. Là, je sens que vous avez trouvé vos marques. Allez, place à nos pronostics pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, il va falloir mettre les coronets sur la table, les amis. Sur les pronos pour le prochain Grand Prix, donc on est jeudi, donc sans filer, savoir si les écuries ont pu faire des progrès. Quels sont vos... Alors la semaine, il y a 3 semaines, tout le monde a eu faux. Il y a un mois, personne n'a trouvé. Ouais. Hein. Tout le monde avait donné à peu près Verstappen gagnant, mais personne n'avait vu Hamilton en deuxième position et personne n'avait vu Leclerc sortir au premier virage. Et surtout, personne n'avait vu les 3 drapeaux rouges. Non, mais, enfin, bon, on va pas revenir là-dessus. Mais... Arrêtez, monsieur, mais ça fait partie. Vous voulez plus de spectacle. Mais voilà. j'ai pas dit que je voulais plus de spectacle. Allez, on commence avec Alain. Quel est ton pronostic pour ce Grand Prix? On parle de la course du dimanche, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Moi, je suis dans le disruptif total. Alors, Leclerc. Les deux, là. Leclerc, toujours. Ah oui, d'accord. Ouais. 2, Pérez. D'accord. Pas Verstappen. OK. Et 3, Russell. Waouh. D'accord. Là, la grosse cote. Ouais, la grosse cote. Je joue la grosse cote. Oui, parce Ouais. qu'on gagne plus quand on a une grosse cote, non? Oui. Ben voilà, oui. Écoute, on va voir. Ouais. Monsieur le maire. Pareil, est-ce qu'on peut mettre en jeu quelque chose si on gagne et notamment, la prochaine fois, si je gagne, d'avoir Eric habillé en Ferrari. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, on est d'accord? Allez, Non, on n'est pas d'accord. T'es pas d'accord? Alors, ton pronom? Allez, moi, je vais suivre Alain avec Leclerc en 1. Bon, ça va, j'ai quand même peu de chance de mettre un t-shirt rouge. Max en 2.
Et 3, Sainz. Bon, on sait que c'est un circuit de moteur. Tu n'es pas inquiet pour Ferrari. Leclerc en a. D'accord. Je ne suis pas inquiet. Ok. Alors moi aussi, j'ai joué quelque part. On va jouer au loto. Donc je vais me faire plaisir. Donc je vais mettre Alonso en 1. C'est-à-dire que Verstappen casse. C'est DNF. Deuxième, j'hésite entre. Allez, deuxième Hamilton. On joue aux grosses côtes. Je pense que les Red Bull vont avoir une chance de peut-être se sortir au premier virage, on ne sait jamais. Et troisième, pour vous faire plaisir, comme quoi je n'ai pas les œillères, Sainz. Donc Alonso, Hamilton, Sainz, rendez-vous dans une semaine et on va... Ah, pardon. Eric, monsieur... drapeau rouge, là. Red flag. C'est possible, ça. Red flag. Il a été toute l'émission comme ça. Je débute dans le métier. Monsieur le team principal. On va dire. Grosse côte. On sait que Bakou, c'est quand même un circuit un peu atypique et qui est toujours un peu surprenant. Je vais quand même mettre Max. Russell en deuxième. En deuxième, qui tu as dit George Russell. Russell. Ouais. Et Perez. Oh. Ok. Après, on va dire que je suis pro Red Bull. Mais ouais. On a un petit peu d'avance, donc je peux vous poser la question. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui un vrai état des lieux des forces en présence des différentes écuries? En gros, aujourd'hui, il y aurait loin devant Red Bull. En numéro 2, vous positionnerez qui? Et là, en toute objectivité, je pense que Ferrari pourrait être le bon numéro 2. Ça le fait marrer. Non mais attends, mais on ne peut pas s'appuyer sur les 3 premières courses. Non mais c'est quoi nouveau. Non mais regarde la dernière course. Leclerc, il est sorti. Bon voilà, il a fait une erreur. C'est pas à cause de Ferrari. Non, et Sainz, sa performance, c'est pas à cause de Ferrari. C'est à cause des drapeaux rouges et de la pénalité qu'il a eue, qui est complètement injuste. Mais c'est pas à cause de Ferrari. Donc Ferrari pouvait être. Il y a eu 2 Grands Prix avant. Non mais même les 2 autres Grands Prix. Enfin, on en a parlé déjà la dernière fois. Non, j'ai le souvenir que ils sont plus. À mon avis, c'est une deuxième force en présence. Monsieur Di Duca. Oui, je ne veux pas être désagréable pour notre Alonso fan. En fait, soyons clairs, là, c'est la pente descendante. On a mais oui. 3 podiums d'affilée. Ça va être la pente. Mais non, ça va être la pente descendante. Ils n'ont pas été obtenus de manière identique. Donc, sois bien attentif au temps par tour, etc. à comment ça s'est passé. Ouais. Donc, non, oui, Ferrari est clairement la force qui monte. Et la troisième, selon vous? Mercedes. Ouais, je suis d'accord. Monsieur le team principal, est-ce que vous pouvez mettre un peu de l'ordre à ce n'importe quoi, à ce foutoir généralisé? C'est difficile parce que ce qui est sûr, c'est que Red Bull est devant, ça c'est sûr. Ouais. On sent qu'il y a quand même quelques petits soucis, de petits soucis. Alors, ils en gardent sur le pied, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques petits soucis mais ça se rapproche derrière. De mécanique, mais ils peuvent se permettre de ralentir. Ça se rapproche. Oui, mais ça se rapproche derrière. Et après, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de dire qui de Ferrari ou de Mercedes, effectivement, sont les suivants. Chaque tracé, en plus, apporte... va favoriser une certaine culture ou un certain choix technique. Bakou, c'est quand même un circuit où on enlève de l'appui, donc il va falloir voir un petit peu comment les écuries ont travaillé leur package medium downforce, comme ils disent. Ouais. Et donc ça peut être un petit peu chamboulé. On peut voir Ferrari effectivement être la deuxième force. On pourra vraiment donner une réponse lorsqu'on aura les premiers Grands Prix européens, on peut dire ça. Non, on aura une réponse demain soir, en fait, après la qualif. Dimanche. Ouais, aussi à la qualif. Ouais. Bon, vous me demandez pas ce que j'en pense. Non, mais l'intéressant, quand même, juste un point, c'est sur ce nouveau format. Tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'intérêt, c'est que les écuries, historiquement, avaient l'habitude de, on va dire, de tester la voiture si tout allait bien en practice 1 et de travailler sur l'usure des pneus, la fameuse balance des voitures et des simulations de course le vendredi après-midi. Là, il y a plus possible, ce n'est plus possible. Donc, ça va avoir un impact un peu plus important que prévu, je pense, sur le week-end de course. Notamment dimanche, parce qu'on va se retrouver avec des voitures qui peuvent très bien se qualifier devant, mais qui ont une dégradation supérieure aux autres. Donc ça va participer effectivement à ce côté un peu chaud. Et, voilà. Quand on voyait des écuries qui étaient un peu perdues en début de week-end et qui arrivaient à se rétablir en fin de week-end, ça sera plus compliqué. C'est intéressant. C'est la fin de... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça va être un Grand Prix déterminant pour savoir comment va évoluer Aston Martin jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'on va voir s'il y a une capacité de faire amener des évolutions. S'ils suivent le même train que l'année dernière, où ils sont partis très très loin, ça va être intéressant. Là, il faut voir s'ils ont la capacité de suivre le rythme des grandes écuries, Ferrari, Mercedes et nos amis de chez Red Bull, tu vois. Non, mais j'ai un esprit libre, un esprit ouvert. Ah, c'est bien. Moi, je vais mettre celle-là. Bravo. Solide. Voilà, exactement. Mais je te remercie. Et on verra. Et c'est vraiment ce week-end-là qui va être décidé pour savoir si Aston a vraiment
est vraiment la deuxième ou la troisième force en présence. Et puis j'attends beaucoup de nos amis, l'équipe de France bien sûr, nos amis d'Alpine qui ont un peu déçu, et notamment l'accident en raison de ce drapeau rouge, voir s'ils peuvent remonter la pente et vraiment retrouver le niveau qu'ils méritent. Voilà, c'est la fin de ce premier officiel épisode de On refait la F1. Je vous invite à aller voir notre pilote qui est déjà en ligne, numéro 0. Vous verrez, on s'est déjà essayé. Les amis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour vérifier que nos pronos sont les bons. On fera gagner des cadeaux, je vous promets. On refait la fin, c'est tous les jeudis avant chaque Grand Prix. Soyez au rendez-vous sur YouTube et sur Apple Podcast. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Et n'oubliez pas à liker, parler autour de vous de l'émission. On aimerait faire savoir qu'elle existe. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.